C'est le début de la fin de l'hérésie d'Horus, et l'espoir persiste pour les loyalistes. L'empereur tente un dernier pari qui pourrait lui permettre d'arracher la victoire au tout dernier moment. Mais à quel prix ? Je suis Maesticia et depuis 2011, je critique les ouvrages de Black Library pour le Reclusiam. Bienvenue ! Salutations, aujourd'hui on va s'attaquer au premier volume de La fin et la mort de Dan Abnett. C'est le tome numéro 8 du Siège de Terra qui a été publié en février 2023 dans sa version originale. Bon, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez lu tous les tomes précédents, en tout cas je vous le souhaite. On a eu des bons et des moins bons. Cependant, chacun des tomes a apporté vraiment quelque chose à l'édifice qu'aura été l'hérésie d'Horus et le siège de Terra en lui-même. Donc je vais partir du principe que vous ayez tout lu. C'est la première émission avec laquelle je vais me permettre de dévoiler les intrigues précédentes et même les intrigues du dit roman. Donc, si vous n'avez pas lu les anciens tomes et que vous n'avez pas lu non plus celui-ci et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, eh bien, je vous déconseille de l'écouter. Mais voilà, vous êtes avertis. Mise en contexte. Alors, on va pas revenir évidemment sur les tomes précédents, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Comme je le disais un peu plus tôt, je pense que c'est important de les avoir lus. Mais en y réfléchissant un peu plus, je me dis que ça peut être aussi une belle façon d'attaquer le siège de Terra que de commencer par la fin et la mort. Les personnes ou les gens qui n'ont pas envie de entre guillemets perdre leur temps avec les différentes batailles et moments épiques qui se passent non seulement dans l'espace autour de Terra, mais après autour du palais, les différentes batailles, mais qui veulent juste savoir comment ça s'est passé sur la fin, ça peut être une idée de directement attaquer à partir du tome 8. Sauf que le tome 8, c'est le premier tome de la trilogie de fermeture du siège de Terra. Car il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, mais il y en a bien 3. Ces 3 tomes ont été écrits par Dan Abnett, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que non seulement on va garder le même auteur pour clore la saga, mais quel auteur, si ce n'est le plus célèbre, le plus connu et probablement le plus talentueux. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Cependant, si vous vous êtes dit moi je vais juste attendre le dernier tome pour juste lire 300 ou 400 pages, bah là vous faites fausse route, parce que le premier tome fait dans les 600, le deuxième est encore plus gros. Il n'y a que vers le troisième tome de La fin et la mort, donc le volume 3, qui revient je pense entre 300 et 400 pages, quelque chose comme ça. Donc si vous vouliez faire une économie de temps, oubliez ça, vous êtes mieux d'aller directement voir un résumé sur internet. Donc ceci étant dit, il est clair que non seulement je vais revenir sur des faits qui ont eu lieu précédemment, mais je vais aussi un petit peu fouiller déterrer le roman actuel, histoire que je puisse un petit peu développer certaines intrigues, étant donné que ce sont les tomes finaux. Donc je le rappelle, si vous ne voulez pas être spoilé, il est encore temps de s'arrêter, sinon vous serez averti 2 fois. Donc, comme je le disais, rappel du contexte, l'hérésie d'Horus, c'est le gros combat final. Les forces renégates sont sur Terra, elles sont dans l'espace, elles sont partout. Et malgré la résistance acharnée et dévouée des loyalistes, force est de constater que l'atmosphère elle-même est en train de muter, de se transformer. Terra ne se ressemble plus, et ça ne fait qu'empirer. On sent bien qu'on est on monte en pression au fur et à mesure. Et ça, c'est quand même agréable de voir vraiment la tension augmenter. Donc le premier ressenti général sur le tome, c'est que moi j'ai vraiment suivi l'ordre de parution des tomes. Donc le dernier gros tome, c'était celui de Aaron Dembski-Bowden avec Écho d'éternité, qui était excellentissime, pour pas dire le meilleur de la saga à mon humble avis, en sachant que
La faim et la mort, je les classe. Ça reste des tomes du siège de Terra, mais ils sont vraiment très particuliers. Ils peuvent pas se lire séparément. Mais je pense que Aaron Dembski-Bowden a vraiment fait un travail exceptionnel avec Sanguinius et les Blood Angels en particulier. C'était vraiment brillant, donc je vous renvoie à cette émission. Mais donc la chose qui est importante, c'est qu'on commence avec du Dan Abnett. Voilà. Et moi, ça faisait quand même quelques années que j'avais pas lu du Dan Abnett, d'autant plus dans sa version traduite, version française. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je me rappelle maintenant pourquoi. Que ce soit les fantômes de Gaunt, que ce soit l'Inquisition, ou tous les autres romans auxquels Dan Abnett a participé, je me souviens maintenant pourquoi on le notait aussi bien, c'est parce que ça se lit, ça s'écoute, ça se voit. On a limite l'impression d'être au cinéma. C'est rarement long, et c'est toujours très 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 imagé. C'est vraiment viscéral, c'est vraiment... on a l'impression d'être au cinéma. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas lu, donc j'ai pris une belle claque, agréablement surpris de lire du Dan Abnett. Donc ça fait plaisir. Et comment Dan Abnett brille, l'une des manières dont il a de briller, ce sont bien évidemment les personnages. Dramatis Personae. Alors là, encore une fois, on va voir du beau monde et des personnages très marquants. Côté loyaliste, on va avoir Sanguinius et son rôle croissant. Évidemment, on va voir Dorn, qui est jamais très loin. On va avoir Loken, qui va avoir tout un parcours à travers Terra en ruine, à travers les différents vestiges, qui lui aussi cherche un petit peu son but, son destin. Malcador évidemment dans ce tome-là qui va avoir une très grande importance, j'y reviendrai un peu plus tard. On le verra jouer avec l'espace et le temps, c'est le milieu qui veut ça, c'est vraiment l'épisode où le temps, la réalité, le warp, les démons, tout ce genre de choses se mêlent et s'entremêlent dans un joyeux bordel. On va avoir aussi Corswain des Dark Angels, qui va être en constante lutte pour renclencher l'Astronomicon, donc cette grande tour psychique qui est censée servir de phare à tous les navigateurs dans l'Empyréan, donc notamment rallumer le flambeau pour que les primarques tels que Robot Gaiman puissent voir où est Terra, parce qu'on rappelle qu'ils sont toujours dans le brouillard. Ils savent plus ou moins qu'ils se dirigent vers Terra, mais ils sont quand même pas mal ralentis par le fait de ne pas savoir où est exactement situé Terra à ce moment-là. La tempête warp a beaucoup diminué, on l'a vu dans les anciens tomes. Cependant, il y a encore beaucoup de perturbations dans le warp. Donc Corswain et ses Dark Angels vont jouer vraiment un rôle important. Alors il y a aussi John Grammaticus, Olperson et toute la troupe des joyeux argonautes avec lesquels j'ai beaucoup de mal à accrocher. Alors là, je fais une petite aparté, j'ai retrouvé le plaisir de lire John Grammaticus. Voilà, vraiment, John Grammaticus reprend tout son sens quand c'est Dan Abnett qui écrit John Grammaticus. Voilà, ça peut être simple et bête, mais honnêtement, j'ai lu d'autres romans concernant John Grammaticus. Il y en a quelques-uns dans lesquels il fait apparition de façon plus ou moins longue, mais à chaque fois que c'était écrit par quelqu'un d'autre, c'était nul, c'était ennuyeux, je trouvais pas du tout le personnage pertinent, et je le trouvais un peu même agaçant. Voilà, il était agaçant. Non seulement les passages étaient ennuyeux, c'est-à-dire que ça n'apportait rien, mais le personnage devenait agaçant. Alors je sais que John Grammaticus, c'est un personnage très riche, très complexe, et il faut savoir le doser, il faut savoir utiliser les bons dialogues, les bons mots, en sachant que c'est un logokin, donc c'est un spécialiste des langages, donc c'est super intéressant en fait comme personnage. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi toute la duplicité que le personnage est capable de déployer, donc c'est vraiment un personnage très riche, mais très difficile à manœuvrer. Et les rares fois où c'était bon, c'était dans Légion, Dan Abnett, et dans Imperium Secundus.
d'Anamnet aussi. Donc après, quand ça a été repris par les autres, j'ai trouvé ça vraiment très mauvais. Et là, le fait de le revoir, non seulement je revois John Grammaticus, mais je le revois avec l'Alpha Légion. Donc je vous rappelle que ça va spoil, hein, donc je vais aller dans le fond des choses, mais John Grammaticus est allié, il n'est pas allié, mais il va se retrouver avec l'Alpha Légion, qui est en fait un garde du corps que Actae a récupéré entre-temps. Donc pour remettre un peu dans le contexte, Actae c'est une réincarnation / Blessed Lady / Wordbearers. Mais bon, je vais pas rentrer dans le détail de ce personnage-là parce que je l'ai trouvé très intéressant, un peu conflictuel, et je me suis posé la question jusqu'à la fin du siège de Terra. Alors note importante, je l'ai peut-être pas dit au début, mais j'ai lu les 3 tomes. J'ai pas été capable de faire une critique ou une émission à chaque fin de tome. J'ai trouvé les tomes tellement puissants, vraiment dans ce qu'ils racontent, que j'avais juste envie, c'était de continuer à lire. J'avais pas envie de critiquer ou de disséquer le livre. J'étais vraiment porté par la vague littéraire, et je me suis laissé prendre. Donc j'ai lu les 3 tomes, donc je fais cette critique en ayant lu les 3 tomes. Mais voilà, je m'attendais à ce que ce personnage Actae soit développé, qu'il y ait une espèce de punchline à la fin ou quelque chose, un petit peu un climax. Non, ça va juste ramollir de plus en plus. Donc toujours est-il que ce personnage, cette sorcière en fin de compte, est accompagnée d'un légionnaire de l'Alpha Légion, et il va y avoir différents échanges entre John Grammaticus et cette légionnaire de l'Alpha Légion, et on retrouve tout de suite le parfum, le style, l'ambiance qu'on retrouve dans Légion, justement, où John Grammaticus doit dealer justement avec Alpharius et tous ces clones. Donc c'est très agréable. J'étais agréablement surpris de revoir John Grammaticus écrit par Dan Abnett. Cependant, All Person, Kat, toute la compagnie au long cours, voilà, j'ai toujours beaucoup de mal à les digérer. Dans ce tome-là aussi, ça a été difficile, parce que en fin de compte, c'est All Person qui mène la troupe, et All Person, je n'accroche pas au personnage. Là, il est encore plus présent, je trouve. Enfin, en tout cas, il est bien ancré dans ce tome-là, et il le sera aussi dans les 2 prochains. Mais voilà, ce personnage-là, malgré sa récurrence, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher, quoi. Côté traître, on va avoir Horus, évidemment, en pleine ascension, déshumanisation progressive. Mais Horus, on l'aime, on le déteste, mais on peut pas y être indifférent. Et j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est paradoxal, et il est lâche, et en même temps il est extrêmement courageux. Il est éloquent, et en même temps il est bourrin. Enfin bref. Donc c'est un tome où évidemment Horus va avoir un peu plus de présence, mais c'est pas encore aussi palpable. Il y a beaucoup plus de vues du côté loyaliste que du côté traître. On va avoir Abaddon. Alors Abaddon, là encore une fois, Abaddon il apparaît plusieurs fois dans le roman, et il apparaît vraiment à des moments très importants, notamment lorsqu'il comprend que son père a complètement perdu la tête, et qu'il décide de revenir sur le Vengeful Spirit alors que la bataille fait rage aux portes de Terra, et qu'ils sont quasiment à l'intérieur, quoi, quasiment dans le Inner Sanctum. Donc personnage extrêmement intéressant, Abaddon. On va avoir Typhus et la Death Guard qui, eux, vont attaquer l'Astronomicon, et donc contester le terrain pris par les Dark Angels. Donc il y a d'autres personnages, il y a Sigismund, évidemment, on peut pas parler du siège de Terra sans Sigismund. Sigismund qui lui aussi va avoir plusieurs passages vraiment badass, vraiment chevaleresques, c'est le cas de le dire. Cependant, c'est pas non plus un personnage, c'est un combattant primordial, mais son rôle, il est, disons, discutable, dans le sens où il sert pas à grand chose, quoi. Enfin si, il sert, c'est un guerrier, il va défendre Terra, mais au même titre que Fafnir Ran, au même titre que Zéphon, au même titre que Amit, au même titre que les autres Space Wolf et Salamanders qui défendent. Donc je rabaisse pas Sigismund, bien au contraire, c'est un personnage extrêmement badass.
mais on a tendance à en faire un petit peu trop avec le personnage, et j'aime pas trop quand la lumière est trop prononcée sur un personnage plutôt que d'autres. Je trouve qu'on voit beaucoup de Sigismund, mais on voit pas tant de Abaddon. Alors qu'Abaddon, je le trouve vraiment central. Il est extrêmement important parce qu'on rappelle que c'est quand même les Luna Wolves, les Sons of Horus par la suite, qui vont être les premiers à vraiment foutre le bordel, on est d'accord. Donc le premier capitaine, il est extrêmement important. Le Mournival est extrêmement important. Donc voilà, ça c'est les personnages qui me reviennent facilement à l'esprit parce qu'ils m'ont marqué. Probablement il y en a d'autres, en fait certainement il y en a d'autres, je les ai pas tous m'ont pas marqué au même degré, mais voilà ce qui en est concernant les personnages côté loyaliste et côté traître. Thème. Alors les grands événements de ce tome sont extrêmement importants. Du côté de Terra, on va vraiment voir le siège de Terra vu de l'intérieur, avec l'empereur qui est en souffrance incommensurable sur son trône d'or, et le sigillite qui convoque tout le monde, c'est-à-dire Dorn, Sanguinius, grosse tension interne, et le sigillite en fait va commencer à expliquer ok là ça commence un petit peu à être tendu. On va avoir aussi Killer et la première contagion à l'intérieur du Sanctum Imperialis. Donc Killer, elle a toujours énormément, enfin elle a un rôle extrêmement important, mais un peu comme les Argonautes, c'est une trame avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, même encore maintenant, j'ai beaucoup de mal. Killer toute seule, alors elle n'est jamais vraiment toute seule, mais la saveur qu'elle avait dans les premiers tomes de l'hérésie, je trouve que ça a été tellement dilué. Ils lui ont donné beaucoup d'importance, ça c'est indéniable, mais elle se raccroche difficilement aux autres personnages, malheureusement. Mais pour en revenir à l'empereur, ce qui se passe, c'est que Roboute n'est plus qu'à une semaine de Terra. C'est ça l'élément déclencheur, et ça les loyalistes ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que toutes les communications sont bloquées non seulement par le Warp, mais aussi par les traîtres qui sont en orbite et qui reçoivent techniquement les communications avant Terra, donc ils bloquent absolument tout. Et quand Horus est mis au courant de ça, il se dit bon là maintenant va falloir peut-être se bouger un petit peu les miches parce que ça commence à sentir le graillon, quoi. Et qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il baisse les boucliers du Vengeful Spirit. Et là, what ? Incroyable. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un acte de provocation, mais en même temps c'est une stratégie. Je me souviens qu'avant que les romans de l'hérésie d'Horus ne sortent, dans le lore, si je dis pas de bêtises, on disait que Horus, c'était par vanité, par orgueil, qu'il avait abaissé les boucliers parce qu'il savait qu'il allait gagner de toute façon, que Terra était complètement dévastée, ce qui est le cas d'ailleurs dans les romans actuels. On voit vraiment que les loyalistes, la poignée de loyalistes qui tient, elle tient à un fil, quoi. Ce n'est qu'une question de temps, en fin de compte. Comme il le dit à Amit, à un moment donné, ce n'est pas s'ils arrivent à rentrer, c'est quand ils arriveront à rentrer. Donc c'est vraiment inéluctable, il y a un côté fataliste très pesant et très bien narré d'ailleurs. Mais toujours est-il que dans l'ancien, on savait qu'Horus avait abaissé les boucliers par péché de vaniteux. Voilà, il était vraiment par vanité. Et là, non, on voit bien que c'est un piège, il sait très bien qu'il manque de temps, le temps commence à lui manquer terriblement, et il a plus de choix, il a plus d'autre choix. Donc il abaisse les boucliers, mais en leur tendant un piège. Et ça, on va le voir par la suite. Mais donc il provoque une dernière fois son père et ses frères, et la réponse ne se fait pas attendre. Évidemment, l'empereur, le sigillite communiquent plus ou moins constamment ensemble, hein. Ce sont des êtres tellement surpuissants qu'ils sont toujours plus ou moins connectés, et ils décident de créer l'opération Anabase. Alors c'est quoi l'opération Anabase ? L'empereur va se lever du trône, c'est le sigillite qui va prendre sa place. Et pendant ce temps-là, l'empereur et les meilleurs de ses fils, ainsi que de sa garde custodienne, dont Valdor, etc., vont se téléporter à bord du Vengeful Spirit pour
porter le combat à l'ennemi et détruire Horus, tout simplement. Parce qu'on sait très bien que une fois qu'on détruit Horus, on détruit un petit peu tout, quoi. C'est un peu comme l'anneau unique et l'œil de Sauron. Une fois que vous avez balancé l'anneau unique dans la montagne du destin, il n'y a plus personne pour contester la victoire. Donc ils savent très bien qu'il faut aller couper la tête du serpent pour espérer remporter la victoire. Mais bon, c'est facile à dire sur le papier. Après, sur place, c'est autre chose. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement fort. Ça m'a surpris que ça apparaisse aussi vite dans le roman. Les boucliers sont baissés, ça doit arriver peut-être avant la moitié du tome 8. Donc je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, finalement non, donc j'ai trouvé ça quand même agréable. Me dire ok, ça y est, ils vont aller à la castagne pour de bon. Donc ça c'est quelque chose qui va donner beaucoup de dynamisme au roman. À partir du moment où on sait que les boucliers sont baissés, l'empereur il hésite plus, il décolle son cul du trône, c'est Malcador qui s'y assoit. Donc Malcador à ce moment-là, il y a toute un passage très héroïque qui nous explique que c'est plus Malcador, c'est un héros, tu vois, parce qu'on sait que Malcador, ils décolleront pas, il va finir calciné sur le trône. Il y a que l'empereur qui est capable de s'asseoir sur ce trône et de rester vivant jusqu'à un certain point. Ceux qui savent la fin savent la fin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, Malcador sait que c'est un sacrifice, sait que c'est la dernière fois qu'il va pouvoir utiliser son corps en tant que tel, même si ça a toujours été un esprit extrêmement puissant mentalement, psychiquement. Toujours est-il qu'il s'assoit sur le trône et qu'à partir de ce moment-là, il reprend tout sur ses épaules et il se rend compte à quel point l'empereur est super fort et super badass, parce que c'est pas facile de tenir à distance toutes les forces du warp qui sont déversées constamment sans aucune pause sur son esprit. Donc ça c'est très bien décrit. Ce qui est décrit aussi, c'est que Malcador accède à une connaissance qu'il n'avait pas jusque-là. Donc on se donne un petit peu l'idée de la quantité de connaissances que cette personne a déjà accumulées dans sa vie précédente. Mais le fait de s'asseoir sur le trône, il se connecte directement à l'Empyréan. Et là, c'est connexion totale avec tout. Donc il y a des choses qu'il comprenait pas, qu'il comprend maintenant. Et il se retrouve un peu comme omnipotent. Un peu comme un dieu, évidemment. Donc, Malcador serre les dents, et pendant ce temps-là, l'empereur y met sa plus belle armure, il prend ses custodiens, il prend son Val d'Or, et Dorn embarque, évidemment, et Sanguinius. Et Sanguinius, c'est le passage que j'ai beaucoup aimé. C'est le passage où, notamment, Sanguinius... On sait tous plus ou moins ce qui va lui arriver, mais c'est pas ça qui est important. C'est que on sait qu'il va aller au casse-pipe. Il sait qu'il n'a pas le choix. De toute façon, c'est son destin. Il faut qu'il confronte son frère une dernière fois. Il faut qu'il lui dise à quel point il s'est planté et qu'il faut qu'il retourne en arrière. Ça reste quand même l'amitié, la fraternité même qui existe entre Horus et Sanguinius. C'est l'une des plus fortes de tous les primarques, pour pas dire la plus forte. Il y avait bien Fulgrim et Ferrus Manus, il y en a certains qui s'aimaient bien les uns les autres, mais Sanguinius et Horus, c'était les deux chouchous, c'était les préférés. Donc c'est pour ça que cette trahison est d'autant plus difficile à vivre pour Sanguinius. Mais ça, j'en reviendrai plus quand on fera le volume 2, où c'est vraiment l'affrontement, le duel entre ces deux primarques qui sera au cœur du sujet. Toujours est-il que là, voilà, Sanguinius, on sait qu'il va au casse-pipe. Il a accepté, les autres n'ont pas trop le choix. Il y a une scène très poignante avec Dorn, où Sanguinius en fait fait ses adieux à Dorn, parce qu'en fin de compte, c'est le dernier frère qu'il peut voir, parce que Vulcan n'est pas là, il me semble. Je me souviens plus exactement, mais il me semble pas qu'il fasse ses adieux à Vulcan. Il fait vraiment ses adieux à Dorn en disant à Dorn qu'il a fait un travail exceptionnel. Et honnêtement, à ce moment-là de la lecture, je me suis dit, mais oui, je suis pas un fan de la 7ème Légion, mais à ce moment-là, je me dis, faut quand même reconnaître ça au garçon. Il a fait un travail vraiment exceptionnel du début jusqu'à la fin. Et j'ai pas spécialement d'amour pour ce primarque ni pour cette légion. Je la trouve même plutôt
plutôt un peu ennuyeuse, mais on peut pas retirer à Dorn le travail, le stoïcisme, l'endurance dont il a su faire preuve jusqu'à maintenant, et de voir l'ange lui dire franchement, t'as géré poteau, personne n'aurait pu faire mieux que toi. Voilà. Et ça, c'est intense parce que Dorn, on sait à quel point il est hermétique. C'est un rempart, Dorn. Hein. Niveau émotion, il sait pas ce que c'est. Et dans les autres émissions, j'ai pu expliquer à quel point Dorn est hermétique même au warp et à tout ce qui n'est pas tangible en fin de compte. Là où l'ange, il est super connecté à toutes ces choses-là. Mais enfin bref, toujours est-il que c'est un passage très poignant. J'ai beaucoup aimé lire cette fraternité entre Sanguinius et Dorn. Ensuite, il y a la version chaotique, c'est-à-dire l'invasion d'Horus. Horus qui sort finalement de son coma / méditation, qui n'est plus lui-même. Il voit Mersadie Oliton. Des fois, il pense qu'il est en train d'envahir des mondes qui datent du tome 1. Enfin bref, on voit que Horus est plus vraiment là, quoi. Il y a les déformations temporelles et spatiales sur Terra qui s'accentuent, donc ça c'est quand même bien mis en scène plusieurs fois. Donc la stratégie d'Horus, voilà, c'est provoquer l'empereur, donner un faux espoir au loyalisme, mais c'est surtout en finir le plus vite possible, quoi. Donc ça c'est vraiment les événements qui m'ont le plus marqué. J'ai beaucoup aimé aussi, il y a une section avec Sinderman, Kirill Sinderman, donc je rappelle l'un des plus grands commémorateurs, qui lui aussi a été créé par Dan Abnett dans le premier tome de Les Récits d'Horus, qui se retrouve dans une bibliothèque qui se trouve être la bibliothèque de Leng, donc qui est une référence explicite au plateau de Leng de Howard Phillips Lovecraft, qui est censé être un endroit mystique où là encore une fois le temps et l'espace se mélangent. C'est censé être un plateau extrêmement aride, désertique, très très froid. J'avais lu le plateau de Leng, enfin la bibliothèque de Leng, dans le tome de Magnus. Et j'avais été très déçu parce qu'en fin de compte, cette bibliothèque qui est magique, complètement surnaturelle, elle servait plus de prétexte et en fin de compte, de clin d'œil, de référence qu'autre chose. Là, Abnett, il montre que chaque lieu, en fin de compte, du siège de Terra est interconnecté avec un autre lieu, d'une façon ou d'une autre. Toutes les places, tous les endroits sont interconnectés d'une façon complètement absurde, évidemment. Et Loken finit par retrouver Sinderman dans cette fameuse bibliothèque. Et après quelques échanges plus ou moins pertinents, Loken se retrouve à enquêter dans un espèce de couloir, après avoir ouvert une porte, comme une porte de sas, finit par disparaître là-dedans, en prévenant Akirid de ne surtout pas le suivre et de l'attendre qu'il revienne. Et il referme la porte derrière lui. Et c'est d'ailleurs le dernier chapitre du roman où on voit Loken donc, qui progresse dans ce couloir métallique pour finalement se rendre compte qu'il est à bord du Vengeful Spirit. Et ça finit comme ça. Et c'est excellent parce que ça nous fait bien comprendre qu'à partir de maintenant, les repères géographiques, là, vous pouvez prendre votre carte et vous torcher avec parce qu'elle sert plus à rien. Le nord, il est plus au nord, le sud, il est plus au sud, et votre montre, elle indique plus du tout l'heure. Donc le temps a été complètement figé, enfin a été complètement déréglé, et on commence à comprendre que il y a un mélange entre Malcador qui a accès à des connaissances et accès à une façon d'agir qui est différente de ce qu'il a pu connaître jusqu'à maintenant, mais aussi du Warp qui essaye de jouer avec l'espace et le temps. Et à partir de ce moment-là, le lecteur, il faut qu'il comprenne qu'il n'y a plus de logique qui va se faire en termes de déplacement. Là. L'auteur, il va faire un petit peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il a envie de mettre Loken dans le Vengeful Spirit, ben, il n'y a rien qui l'en empêche. Et ça va arriver. Ça va arriver plusieurs fois. Alors, autant au début, j'ai trouvé ça très cool, notamment dans ce tome-là, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Dans le tome 2, ça commençait un petit peu à me chiffonner. Alors dans le tome 3, je me suis dit, voilà, il
s'en bat les steaks, il fait vraiment comme il veut. C'est rarement pertinent dans le 3e tome. Enfin, il y a quelques passages qui sont très pertinents, mais il y en a d'autres où j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça nul en fait. Vraiment, j'étais comme ok, c'est trop facile. J'avais l'impression de jouer à une table avec un très mauvais MJ qui te téléporte d'une scène à l'autre juste parce que ça lui facilite le travail. Je pense pas que ça soit le cas. Après, j'en reviendrai plus dans la conclusion, c'est un sacré morceau à écrire. Faut aussi remettre les choses dans son contexte. C'est pas juste un tome de l'hérésie d'Horus ou non, là on est en train de s'attaquer à un très 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 gros morceau. Donc je veux bien lui accorder ça. Mais disons que l'effet oh mais ta gueule c'est magique. Les différents endroits stratégiques sont interconnectés parce que je l'ai décidé. Ça fonctionne jusqu'à un certain point. Donc voilà. Par contre, voilà, le fait que le tome se termine comme ça, on voit Loken en fin de compte qui débarque à bord du Vengeful Spirit en sachant qu'on sait que Horus a baissé les boucliers et que l'empereur avec l'opération Anabase se téléporte à bord du vaisseau. Bon bah là voilà, ça c'est la tension, c'est pour ça que je le dis, j'ai pas pu m'arrêter là et me dire ok je m'arrête, je fais une petite émission. Non, faut que je lise tout. Je pense que ces 3 tomes ils se lisent d'une traite, faut pas faire de pause parce que vous perdez le momentum selon moi. Donc voilà en ce qui concerne les grands événements, les thèmes importants. J'en oublie sûrement. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, à raconter dans ce tome-là, donc je vais essayer de pas faire une émission de 3 heures non plus. Mais voilà pour ce qui est des thèmes en général. Texte et difficulté de lecture. Alors la structure et le style du roman est unique quant aux autres romans du siège de Terra. Sauf peut-être Saturnine, où évidemment Saturnine était du même auteur, il y avait un petit style. Il y a l'utilisation des fragments. Alors j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que je voulais le garder dans la partie texte. Cette narration morcelée, dynamique, immersive, courte, je l'ai trouvée géniale. Je trouve ça génial parce que comme je disais tout à l'heure, faut le remettre dans le contexte. C'est un gros morceau à expliquer. Okay, le siège de Terra, c'est pas juste une bataille, c'est des milliers de batailles. D'ailleurs, il y a un des tomes, je sais plus lequel c'est, où on voit Perturabo, et je sais plus si c'est Perturabo ou Dorn, de quel point de vue on voit ça, ou des deux, probablement des deux, où vous voyez les primarques en train de checker leur écran qui est en train enfin de leur faire un compte et un compte rendu en temps réel des batailles qui ont lieu à l'heure actuelle sur les remparts devant la muraille. Et il y en a des milliers. Et l'algorithme essaye d'isoler les batailles les plus névralgiques, qui sont les plus importantes, pour réussir à soit faire une faille, soit repousser une attaque surprise, soit faire une embuscade, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de fronts en même temps. Et les fragments, ce sont en fin de compte 3, 4, des fois c'est juste 2 pages, qui vont vous raconter un petit bout d'histoire. C'est des petits fragments. C'est pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans le bunker B77 qui a quasiment fondu après l'attaque de la Death Guard. Et ça, honnêtement, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas juste 1 ou 2 fragments le long du roman. Non, il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que dès que ça commence à être un petit peu trop tendu et pesant sur l'intrigue principale, par exemple que ce soit avec Sanguinius, ou que ce soit avec Fratikiller, ou que ce soit avec les Argonautes qui sont en train d'essayer de pénétrer à l'intérieur du Sanctum, et dès que ça devient un petit peu trop, boum, fragment. Et là, vous voyez juste une escouade qui essaye de refroidir un groupe d'artillerie. Ils sont en train de pilonner, mais ils ont plus le choix. Enfin, il y a vraiment une immersion vraiment viscérale sur ces petites batailles, ces petites luttes, ces petites batailles de la vie de tous les jours, qui rajoutent énormément de contexte, d'ambiance et d'immersion au siège de Terra. Il y a vraiment, et je pense que
Cette utilisation, elle est vraiment très habile de la part de Dan Abnett parce que elle vous rappelle que il n'y a pas juste Sanguinius qui se bat ou Dorn qui protège les murs. Il y a des gens humains qui continuent d'essayer de survivre. Et à l'heure du siège actuel, c'est-à-dire au moment du volume 1 de La Faim et la Mort, il y en a plus beaucoup des survivants, mais il y en a encore. Et ça, c'est super intéressant de les voir. Des fois, ce sont de simples descriptions de champs de bataille où on va vous expliquer que la neige commence à tomber, mais c'est pas de la neige en fin de compte, c'est la poussière, c'est de la cendre. Il y a un froid qui est abyssal dans les tranchées. Il y a les nids de poules c'est des trous en fait qui ont été causés par divers détonations. Les nids de poules sont remplis de sang. Mais il fait tellement froid que les nids de poules, ils ont gelé, donc c'est du sang gelé il y a plein de petites anecdotes, si je peux appeler ça comme ça. Et ça en est, il y en a tout le long. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça vous permet de ne pas trop s'investir parce qu'en général c'est entre 2 et 4-5 pages maximum. Et ça vous raconte une petite partie. Après, ça utilise aussi cette technique pour parler de par exemple, des personnages qui sont vraiment importants, mais pas suffisamment pour qu'ils aient une trame scénaristique plus développée. C'est-à-dire que, par exemple, Fafnir Ran, l'Imperial Fist, qui va faire équipe avec Zéphon, le Blood Angel, ils sont importants, mais pas autant qu'un Sigismund, pas autant qu'un Corswain, parce que leur trame, elle est importante, mais différemment. Donc, elle est distillée dans ces fragments. Et encore une fois, l'utilisation d'Abnett, elle est géniale. Il maîtrise complètement la méthode et je sais pas, ça rajoute un dynamisme que j'ai trouvé franchement excellent parce que mine de rien, c'est un gros tome. Il y a beaucoup de choses à raconter et il y a beaucoup de choses à expliquer. Voilà, ça, j'en reviendrai encore une fois dans la conclusion. Mais en ce qui concerne le style, ça permet de donner un rythme au roman et de pas s'ennuyer. Enfin, ça se lit vraiment très très facilement, quoi. Si vous avez lu ceux d'avant et que maintenant vous attaquez celui-là, vous allez vous dire ah bah ouais, Dan Abnett, quoi. Voilà. Donc encore une fois, le Dan Abnett, il fait vraiment la différence dans sa façon d'écrire. Après, je pourrais m'amuser à le comparer avec les autres tomes de l'Hérésie d'Horus, mais j'y arriverai pas. Parce que, encore une fois, comme je le dis, La Faim et la Mort, il faut le voir comme une seule œuvre. Oui, il y a 3 tomes, et d'ailleurs, ça, je reviendrai là-dessus plus tard, c'est même 4 tomes en fait. La Faim et la Mort, c'est 4 tomes. C'est expliqué par l'auteur lui-même en postface, à la fin du volume 3, en fin de compte, les 3 volumes, mis l'un à la suite de l'autre, ce sont 4 volumes, ce sont 4 romans. Donc c'est beaucoup de textes, beaucoup de choses à expliquer. Donc c'est impossible de le comparer à des romans de l'Hérésie d'Horus, même un Bataille de Molech qui avait été le sujet de 2 tomes à la place d'un parce qu'il était trop long. Là non, là, c'est un autre niveau, là c'est vraiment très difficile. Donc vraiment incomparable hein, dans son style. Dan Abnett, bon bah voilà, maîtrise du rythme, maîtrise du récit, maîtrise des personnages, fluidité du début jusqu'à la fin. Alors évidemment, il y a des passages peut-être qui vont vous paraître un petit peu plus lents ou un petit peu plus poussifs, mais dans son ensemble, je veux dire, ça se boit comme du petit lait. En plus, on a des personnages c'est que des personnages badass, hein, je veux dire, à part 2-3 clampins qui reviennent de temps en temps. On a des Hamites, on a Vulcan, on a Valdor, c'est même les custodiens aussi. Mention spéciale aux custodiens, eux aussi je les porte pas spécialement dans mon cœur, mais ils sont très très bien décrits dans ce tome-là. Je les ai lus dans d'autres tomes, notamment dans Le Maître de l'Humanité, le tome 41 de l'Hérésie d'Horus par Aaron Dembski-Bowden, qui est un très bon bouquin où il parle des custodes, mais c'est bon, mais là encore une fois c'est difficile de parler pour les custodes. Là par contre Abnett, il te les prend, il te les retourne, il les rend vraiment impressionnants, inamovibles. Enfin je veux dire c'est au-delà du Space Marines, hein. Ceux qui connaissent un petit peu le lore savent à quel point l'Adeptus Custodes c'est un monde à part. En plus ils aiment pas les Primarques, ils aiment pas les Space Marines, l'Adeptus Custodes, donc ça leur donne vraiment quelque chose d'unique. Je vais en revenir
un peu plus par la suite. Donc voilà, texte difficulté de lecture, il n'y en a pas vraiment, je veux dire, ça se lit très bien, il y a une façon de construire et de faire enchaîner les différents fils narratifs qui est intelligent, c'est-à-dire que c'est pas on suit l'un, après on suit la 2, après on suit 3, après on revient à 1, après... Non, c'est vraiment entremêlé, il y a vraiment je cherche le mot, une synergie, une alchimie entre les différentes trames qui font que on est toujours plus ou moins dans la même temporalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des flashbacks énormes ou des flash-forward extrêmes qui font qu'à la fin, ok, je sais plus à quel moment du siège on est rendu. Non, c'est fluide, c'est stable, mais en même temps c'est subtil et c'est suffisamment dynamique pour que vous soyez embarqué d'un chapitre à l'autre, et dès que ça commence à être un petit peu trop pesant ou qu'il y a un petit peu trop de tension, boum, fragment dans ta gueule, un deuxième fragment dans ta gueule, un troisième, ah ouais, c'était génial, je me suis vraiment senti comme si j'étais, allez hop, on repart avec une autre trame scénaristique, etc., etc., et ça pendant 500 pages ou 600 pages. Donc c'est que du bonheur. Les climax. Alors j'ai rajouté cette petite section parce que je la trouvais vraiment importante et ça me permet d'aller un peu plus en profondeur dans le récit. Donc des climax, il y en a beaucoup dans ce roman-là. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que justement les boucliers soient abaissés beaucoup plus tôt que ce que j'aurais imaginé. Donc ça a été une première surprise dont j'ai déjà parlé. Mais la cerise sur le gâteau, c'est l'opération Anabase qui se téléporte à bord du Vengeful Spirit et qui se retrouve séparés. Alors les vieux vont me dire ouais mais on le savait que Dorn il allait être d'un côté, que l'empereur allait être de l'autre. Ouais, on le savait. Mais la merde dans laquelle ils sont tous, ça par contre on le savait pas, parce que ça va être beaucoup plus épicé que ce qu'on pensait. Alors non seulement l'empereur, Sanguinius, Dorn et Valdorn sont séparés, mais chacun vont se retrouver avec un challenge à la hauteur de leur talent. Et ça commence hyper fort avec l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, il se téléporte avec sa garde sanguinienne, ok, sa garde custodienne, pardon. Et Sanguinius avec sa garde sanguinienne, Dorn avec ses bonhommes, je reviendrai après dessus. Et le problème, c'est que dès qu'ils arrivent à bord du Vengeful Spirit, ils sont séparés. Ok, fine, ça on le savait. Mais, chose exceptionnelle, le Vengeful Spirit est tellement corrompu, il y a tellement une force... En fait, il y a les 4 dieux qui sont à bord du Vengeful Spirit, enfin, en tout cas qui insufflent leur malignité à l'intérieur de la coque du vaisseau. Donc c'est pas juste Horus Lupercal ou un démon lambda. Non, là on a les 4 dieux du chaos qui sont aux premières loges avec leur popcorn. Là. Et non seulement ils splittent la compagnie Anabase, mais ils arrivent à corrompre les custodiens. C'est-à-dire que parmi le groupe Anabase, il y a des custodiens, certains vont juste mourir sur place en mode crise d'épilepsie, PLS, et il y en a d'autres qui vont se retourner contre l'empereur. Donc l'empereur il va les fumer en clignant des yeux, évidemment. Il y en a certains qui vont pas tenir la corruption, ils vont être exécutés par d'autres gardes custodes. Et par la suite, je me suis rendu compte que ça avait fait couler beaucoup d'encre dans la communauté de l'hérésie d'Horus, des fans qui avaient dit non, comment ça, un Adeptus Custodes ne peut pas être corrompu par les démons, ils sont babali. Eh ben moi, je trouve ça génial. Je trouve que avoir rendu les meilleurs des meilleurs faibles, du moins imparfaits, c'est-à-dire qu'on les imaginait parfaits, les avoir rendus imparfaits, ça rajoute toute la crédibilité, l'importance et toute la force de l'hérésie d'Horus. L'hérésie d'Horus, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, qui est arrivé. Et je trouve que Dan Abnett a eu vraiment beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid et de couilles pour dire non, non, les gars ils se téléportent. Ils sont pas tous corrompus, la garde custodienne. Ils sont pas tous corrompus, mais il y en a quelques-uns, ils flanchent et ils se font exécuter sommairement par l'empereur en personne. Et j'ai trouvé ça génial, parce que je me suis dit, ok, là c'est vraiment puissant ce qui se passe à bord du Vengeful Spirit, c'est vraiment puissant ce qui est en train de se jouer, et ça rajoute énormément de tension et surtout de cohérence, de réalité. L'empereur il vient pas juste débarquer et tuer son fils et boum c'est fini. Non, il y a vraiment une lutte. Les démons, les dieux du chaos vont vraiment pousser jusqu'à leur dernier retranchement les forces loyalistes. Et ça c'est génial. Enfin, moi personnellement j'ai adoré cette initiative de Dan Abnett. Donc bravo à lui. Voilà, d'avoir pris les meilleurs et de leur avoir injecté cette
Et non seulement il se rebelle, mais il y en a un qui blesse l'empereur. Alors, il est allé vraiment jusqu'au bout de l'idée, donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très, très courageux de sa part, et ça rend, et ça n'enlève rien à l'Adeptus Custodes, personnellement je trouve que ça leur enlève rien, je vois pas pourquoi il y aurait eu que l'Adeptus Astartes qui était susceptible à la corruption, c'est bien de voir que malgré tout, il y a certains custodes qui sont pas assez forts, tout simplement, donc ça a été pour moi un des climax que j'ai trouvé ça, waouh, ça c'est génial. Donc le vaisseau, il est rendu complètement démoniaque. L'empereur se fait attaquer par ses propres custodiens, donc ça c'est complètement inattendu. De l'autre côté, on voit Sanguinius qui se fraye un chemin à travers le Vengeful Spirit qu'il connaît comme sa poche, parce qu'on rappelle que quand l'empereur a retrouvé Sanguinius, et là je vous renvoie à un dialogue de fou qu'il y a dans Écho d'éternité, où justement Sanguinius parle avec l'empereur, qui était génial. Toujours est-il qu'il est retrouvé en premier, et en fait il est confié, on va dire, à Horus, Lupercal et Selona Wolves pour lui apprendre comment ça fonctionne, tout simplement, avant qu'il puisse retrouver sa légion. Donc sa légion qui est pas encore formée jusque-là. Donc il va passer beaucoup de temps avec Horus Lupercal et il va apprendre beaucoup de choses. Toujours est-il qu'il connaît le Vengeful Spirit et que, armé de sa garde sanguinienne, il va défourailler, là aussi, j'en ai pas parlé dans le texte et difficultés de lecture, mais les gens qui ont déjà lu du Dananet le savent, les scènes d'action sont excellentes. Je veux dire, elles sont longues, elles sont poignantes, elles sont vivantes, vraiment vivantes. Elles sont même cinématographiques. Je le dis souvent de certains auteurs, mais surtout le Dan Abnett, c'est très cinématographique. Et on voit bien l'ange déployer ses ailes, voler à travers les nefs du Vengeful Spirit et prodiguer la mort à tous les Sons of Horus qui sont sur son chemin. Il y a la garde sanguinienne derrière qui est au taquet, qui bourre derrière et qui écrase tout ce qui passe, en sachant que Sanguinius, il a qu'un seul objectif, c'est trouver Horus et le buter. En tout cas, trouver Horus. Et il s'occupe même pas de l'empereur, hein. Je veux dire, il est parti en mode voilà, mais la mission c'est Horus, on y va, quoi. Et les Sons of Horus en face, ils en prennent plein la tronche, ils se font découper à droite et à gauche. Mais ce que j'aime bien, c'est que malgré ça, en fait, pourquoi il est comme ça, Sanguinius, c'est parce que mentalement et physiquement, il est à bout. Ça, on l'oublie, et si vous n'avez pas lu Écho d'éternité, on oublie que le gars, il a affronté 2 démons majeurs en l'espace de une seule bataille. En l'espace de une bataille, il a fait 2 affrontements qui l'ont laissé vraiment, vraiment mal, quoi. Donc, il a toujours sa blessure sur les côtes ou quelque chose comme ça. Et puis mentalement, il est pas bien. Il est attaqué par ses visions, par son rêve. Il se voit mourir de la main de son frère. Enfin bref, il est vraiment pas bien. Mais il est dans un mode un peu berserk. Enfin, peut-être pas berserk, mais en mode je sens que c'est le sprint final, je donne tout ce que j'ai. Donc ce passage avec Sanguinius à bord du Vengeful Spirit, accompagné de ses fils, il est génial. Je veux dire, les combats, la mise en scène est vraiment au top. Donc c'est vraiment un moment important et très très agréable. Quant à Dorn, lui, il va se retrouver complètement isolé, perdu dans un désert. Alors lui, il va partir vraiment dans une illusion. En fin de compte, il va se retrouver coincé d'une illusion. Je reviendrai plus là-dessus peut-être dans l'émission du volume 2. Mais lui, il se retrouve complètement, ok, tu t'arrêtes, tu te poses, tu t'assois et tu réfléchis. Et en fait, évidemment, c'est les dieux du chaos qui sont derrière tout ça, qui vont essayer de le pousser à bout. Donc l'immobilité, l'inaction. Et de l'autre côté, c'est Valdor. Donc Valdor avec ses custodiens encore en vie qui vont se retrouver juste assiégés par les démons, mais vraiment de façon, comment je pourrais dire, absurde, tellement il y en a dans tous les sens. Et la façon dont c'est illustré, c'est que lui, il a la lame apolléonienne ou quelque chose comme ça, qui lui permet en fin de compte de connaître le nom du démon une fois qu'il l'a tué. Donc on sait à quel point c'est important chez les démons de connaître leur vrai nom, ça permet en fait tout simplement de les contrôler, de les posséder. Petite référence notamment au tome Esclave des Ténèbres, avec cette espèce de duel avec Fulgrim,
et Lorgar qui connaît le nom véritable des démons, donc c'est quand même intéressant. Donc le fait qu'il ait cette lame, Valdor, à chaque fois qu'il en tue un, il apprend le nom, il apprend la technique, et donc tu lui feras pas le même coup 2 fois, tu vois. Donc c'est quand même sympa. Et au moment donné où il plante sa lame dans la coque du vaisseau, il apprend le nom Vengeful Spirit, donc qui est en fait le nom du démon Vengeful Spirit. Donc ça nous explique bien que le vaisseau est devenu une entité démoniaque. Donc ça, c'est des petites choses que je trouve vraiment, vraiment cool. Et Valdor, il est en mode aussi, faut retrouver l'empereur, et tout ce qui est sur notre passage, on le débite. Donc génial. Honnêtement, là encore une fois, Valdor, je suis pas spécialement un amoureux de l'Adeptus Custodes, mais là, Valdor, il impose, quoi. Je veux dire, si vous aimez l'Adeptus Custodes, ce tome, il est génial. Enfin, moi, je les trouve vraiment génial. Et puis, et on voit surtout que le combat, le combat est très rapide, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses en très peu de temps, parce qu'il y a une espèce de compteur. Ah, là c'est la 18e seconde, ah là c'est la 22e seconde, et il a tué je sais pas combien de démons, donc lui aussi est séparé. Donc on a vraiment cette opération Anabès qui a été complètement splittée. Ah, et de l'autre côté évidemment, donc mais j'ai déjà expliqué, l'empereur avec une poignée de custodiens qui se retrouvent aussi séparés. Donc on a vraiment les 4 qui ont été splittés. Donc on s'y attendait, mais on s'attendait pas du tout à ce qu'ils soient splittés de cette façon, c'est-à-dire Dorn coincé dans une illusion, l'empereur qui se fait attaquer par ses pop gars, etc. Donc ça, moi j'ai trouvé vraiment ça vraiment, vraiment très très cool. Après, est-ce qu'il y a d'autres climax ? Je pourrais parler de Killer, je pourrais parler aussi de Basil Faux, qui a quand même une importance, mais pas tant. Honnêtement, il y a des choses qui m'ont beaucoup déçu dans cette trilogie de fermeture. J'aurai l'occasion d'en discuter sur le tome final, je pense qu'il sera un petit peu plus long. Mais il y a des choses à qui on a essayé de donner de l'importance, mais qui, en fin de compte, retombent comme un gâteau. Ça a pas pris, quoi. La mayonnaise a pas pris, ça s'essouffle un petit peu. Mais bon. Ce qui est excellent, c'est que le combat au sein du Vengeful Spirit, c'est brutal, il y a de la tension, tu sens vraiment que la tension est maximale, quoi. Après, il y a un truc qui est super important dans les climax, c'est Abaddon qui décide de retourner à bord du Vengeful Spirit. Ça c'est quand même assez exceptionnel, c'est-à-dire que Abaddon, une fois qu'il apprend que Horus a fait baisser les boucliers, notamment à l'aide de Argonis, l'écuyer, il lui dit mais c'est pas possible, pourquoi il a baissé ? S'il baisse, c'est la porte ouverte à la débandade. Et Argonis lui dit mais il est plus lui-même, même moi je ne le reconnais plus. Et à ce moment-là, Abaddon il dit ça sent le pâté, on retourne. Sauf que, on remet dans le contexte, sur Terra, c'est le gros bordel, et les Sons of Horus ont clairement l'avantage, et ils sont en train de se faire Enfin, c'est la fête, c'est Noël pour eux, ils s'amusent, quoi. Et là, le premier capitaine est en train de leur dire, il faut retourner à bord du Vengeful Spirit, il faut aider notre primarque. Et les autres lui disent, mais t'as pété un câble ou quoi ? L'honneur et la gloire, c'est ici, hein. Si tu veux retourner, vas-y tout seul. Donc, il y a insubordination, rébellion même, et il y en a plein qui décident non. Et les Justerine, par contre, eux, ils sont comme, ok, nous, on te suit parce que c'est motherfucking Abaddon, donc tu lui dis pas non comme ça. Mais surtout, il a une raison pour laquelle il décide de faire demi-tour. Il se rend bien compte que les démons ont pris beaucoup trop d'importance dans la bataille finale, qui est le siège de Terra. Ça le dégoûte autant, voire plus qu'un Perturabo. Bon, peut-être pas plus, parce que Perturabo, il a carrément pris ses clics et ses claques et il a foutu le camp. Mais Abaddon, depuis le début, il aime pas ça. Et là, il voit que les boucliers ont été abaissés. Il dit non, ça c'est pas bon, ça c'est un coup des dieux du chaos. Ils sont en train de nous la mettre à l'envers. On retourne au bercail. Je commence à m'inquiéter pour mon père génétique. C'est ça qui se passe. Et Abaddon, ça le met vraiment dans une position particulière, parce que ça reste quand même le premier capitaine de la Légion, et il fait un choix qui paraît complètement absurde, et il paraît tellement absurde que la majorité des Sons of Horus ne vont pas le suivre. Donc il y a vraiment une scission, il y a vraiment une trahison dans la trahison, donc ça ajoute au personnage ce côté rebelle et complètement... pas en avance sur son temps, mais il sent bien que les démons, ça devrait être juste un outil, et pas toi devenir l'outil. Donc voilà, Abaddon a vraiment ce sursaut
de conscience qui lui fait faire demi-tour. Et ça fait partie aussi des clairements. On se dit, donc si je récapitule bien, il y a Horus évidemment à bord du Vengeful Spirit, il va y avoir Valdor, il va y avoir Dorn, ou même si Dorn on sait pas trop où il y a Sanguinius, mais il va y avoir Loken, et il va y avoir Abaddon. Donc les gens qui savent un petit peu comment ça va se passer, on sent qu'il va y avoir à un moment donné un Loken Abaddon, ou en tout cas ça va se venir, ça va revenir en tout cas. Donc évidemment on a très hâte, moi je sais comment ça se termine, donc ça se termine bien dans le sens où ça se termine bien. On le verra en temps et en heure. Mais voilà, c'est le dernier petite pastille qu'on te met, Abaddon qui décide de faire demi-tour. Et même ses aspirants, ils lui disent vous êtes sûr ? Il dit oui, c'est sûr. T'as intérêt à me suivre, sinon je t'exécute. Donc voilà, encore une fois, Abaddon bien puissant, bien intéressant. Conclusion. Bon. Difficile de faire une conclusion sur ce tome, en sachant que, comme je l'ai dit, c'est une suite de 3 tomes. Toujours est-il que c'est un tome qui est dense, immersif, sans temps mort. Vraiment, ça va vite et c'est bien écrit. Il y a pas à tortiller. Force et faiblesse du livre, des faiblesses, j'en vois pas vraiment. Encore une fois, la seule faiblesse que je vois, c'est que l'auteur a tellement de choses à compiler, à narrer, à expliquer et à rendre badass, parce qu'il faut pas oublier derrière qu'il y a toute la communauté qui l'attend de façon très très critique. Je veux dire, il suffit qu'il interprète mal un personnage et vous êtes sûr qu'il y a toute la communauté qui lui tombe dessus, quoi. Même s'il s'appelle Dan Abnett, par exemple, je parlais des custodiens qui ont été corrompus, ça lui a pas empêché un tollé. Donc voilà, il faut remettre ça dans le contexte. Donc je pense que ça excuse beaucoup par exemple, des maladresses, des chapitres qui sont peut-être un peu longs, ou des personnages qui sont pas assez développés, ou ce genre de choses. Parce que voilà, il faut le voir vraiment sur la durée. Encore une fois, c'est mon opinion, c'est la façon dont j'ai décidé d'attaquer les 3 derniers tomes du Siège de Terra, parce que pour moi, ça avait beaucoup plus de sens de le lire de cette manière que de le lire en découpé. Je vais quand même faire 3 émissions différentes, parce que je trouve que c'est plus cohérent, mais la réflexion, elle doit se faire vraiment sur les 3 tomes et pas sur un seul. Mais si je devais donner une conclusion sur ce premier tome, c'est excellent. Il y a rien à redire, je veux dire. On peut réfléchir sur la suite de la transition avec le 2e volume, mais pour l'avoir lu, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Je veux dire, c'est du Dan Abnett, c'est l'hérésie d'Horus. On sait que le 2e tome, ça va être Horus contre Sanguinius, donc ça va être épique, ça va être tragique, ça va être fabuleux, tout simplement. On l'attend depuis combien de temps, ce Siège de Terra, cette bataille. Et le 3e tome, on sait que ça va être la bataille finale entre l'empereur et Horus. Donc là, ce premier tome, il te met tout en ébullition. Là. Vous finissez le tome 1, vous êtes à bloc, quoi. C'est pour ça que je dis, t'as fini le tome 1, tu lis le tome 2, tu réfléchis pas, tu coupes pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas été capable. Donc, je pense que son travail, ça a été déjà de reconnecter un petit peu tout ce qui se passait à l'heure actuelle au niveau du siège, de le mélanger et de le porter à ébullition, comme je dis. Et de mon point de vue, c'est réussi. C'est tous les personnages, ils sont abordés, même si moi, j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé de tous les personnages, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup. Les humains, j'ai tendance un petit peu à les laisser de côté, parce que ils ont leur rôle, mais comme tu sais, j'ai parlé un peu de la bibliothèque, j'ai parlé un petit peu de Killer, mais j'aurais pu approfondir, j'aurais pu développer, mais il y a aussi Agathe, je sais plus si elle est colonel ou quelque chose comme ça, là, avec sa troupe d'artillerie, de prisonniers, parce que c'est des prisonniers qui ont été d'anciens prisonniers qui ont reconstitué une espèce de petite escouade de résistants. Il y a plein de choses à raconter, mais c'est bien fait, c'est bien dilué, c'est bien distillé, c'est bien mélangé. Moi, c'est ça que je trouve assez fabuleux dans ce tome-là, c'est que c'est bien mélangé et que tout est porté à un moment donné à un niveau de tension où tu te dis, ok, voilà, Et je suis très content, en fin de compte, d'avoir eu la patience d'attendre que toute la saga du Siège de Terra sorte pour pouvoir les lire back à back. Parce que j'en connais quelques-uns,
dont un en particulier qui, après avoir lu le tome 1 et avoir vu comment se terminait le tome 1, il s'arrachait les cheveux parce qu'il avait qu'une envie, c'était d'embarquer sur sur le volume numéro 2. Et là maintenant je comprends pourquoi il était aussi frustré à ce moment-là. Donc si vous avez pris votre temps, c'est parfait. Si vous les avez lus les uns à la suite des autres, je veux dire en termes de parution, dites-moi comment vous avez trouvé l'attente. Moi personnellement je suis très satisfait d'avoir attendu pour pouvoir avoir lu les 3 d'un coup, parce que c'est une histoire épique qui se lit de bout en bout, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, ça c'est un tome qui se note pas vraiment, je lui mettrai évidemment 5 sur 5. Les faiblesses, j'en ai déjà parlé, comme j'ai dit, c'est un gros tome qui essaye de synthétiser beaucoup de trames, de les mélanger et de les porter à la tension maximale. L'auteur est brillant du début jusqu'à la fin, le fait d'avoir des fragments, ça allège, et en même temps ça accélère la lecture, donc c'est un sans faute. Il n'y a plus qu'à espérer que les 2 autres soient dans la même lignée, mais voilà, c'est un très très bon début. C'est le début de la fin qui est vraiment bien dosé, bien rythmé. C'est un sans faute. Et voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, que ce soit sur la page Facebook ou sur YouTube. Je suis curieux d'avoir un petit peu votre ressenti. Est-ce que vous avez aimé ou pas aimé le coup des custodiens corrompus? Est-ce que vous avez été capable de patienter jusqu'à la sortie du tome 2? Ou alors est-ce que vous avez trouvé ce tome extrêmement barbant parce que vous saviez ce qui allait arriver? Ça aussi c'est un thème sur lequel je pourrais revenir dans les autres émissions, en sachant que la bataille finale, on sait tous plus ou moins comment elle se termine, comment fait Dan Abnett pour nous surprendre en fin de compte. C'est là aussi tout le génie de l'auteur. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'émission, et puis moi je vous retrouve bientôt pour la suite. À bientôt.